Ah, l'assurance vie. Beaucoup en parlent, mais peu savent l'expliquer. Il s'agit pourtant d'un des contrats d'épargne disposant de beaucoup d'avantages fiscaux. Les idées reçues à son encontre ont la vie dure, d'autant qu'il est connu que les contrats grand public, donc vendus au plus grand nombre, sont catalogués comme étant les moins performantes du marché. Ce n'est pas vraiment une surprise. Pourtant, les premiers distributeurs en France restent encore les banques, connues pour être les plus mal notées par la presse spécialisée en matière d'assurance vie. Surtout que si l'on compare ce qui se passe ailleurs, faible rendement, frais particulièrement lourds, manque de souplesse et de modernité, et disons-le, sans trop prendre de risques, manque de conseils avisés. En même temps, depuis 2016, les banques comptent beaucoup sur ses clients, clairement pour gagner de l'argent en jouant avec leur épargne. C'est le principal constat d'un des articles publiés par Moneyvox. Pourquoi les banques tiennent-elles tant à vous faire souscrire une assurance vie? La tentation est vraiment trop grande de vous poser la question: est-ce que les contrats grand public sont vraiment dans l'intérêt du client? Je vous laisse seul juge. Mais en ce qui me concerne, pour bien connaître le sujet, il me paraît plus juste que mon banquier gagne de l'argent à condition que j'en gagne aussi, et qu'il accepte de prendre des risques autant qu'il m'en fait prendre. Si déjà vous êtes un peu perdu, rien qu'à énoncer de ce que je viens de vous dire, il faut vraiment que vous alliez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour mettre les choses un peu en perspective, l'assurance vie, c'est le deuxième contrat d'épargne souscrit, juste après le livret A. 45% des Français en détiennent au moins un, et la durée moyenne de détention est de 11-12 ans selon les sources que j'ai pu trouver. Un constat plus personnel, notamment lorsque je réalise des audits pour mes clients, c'est que la majorité de ceux détenant un contrat existant découvrent comment fonctionne l'assurance vie, et pour certains, ils y ont laissé des plumes. Souvent, je leur pose la question suivante: seriez-vous prêt à me prêter comme ça les clés de votre maison, alors même que l'on ne se connaît pas? Du moins dans les premiers échanges. 100% des réponses que j'ai obtenues, c'est non. Alors la deuxième question que je leur pose, c'est pourquoi ils le font avec leur vendeur d'assurance vie. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. L'assurance vie, c'est quoi? Pour faire très simple, ce n'est ni plus ni moins qu'une enveloppe d'épargne que je peux utiliser pour placer mes économies ou pour préparer un capital pour réaliser mes projets futurs. Je prends souvent les exemples suivants, qui concernent finalement tout le monde. Acheter un bien immobilier, anticiper le financement des études de mes enfants, mettre de côté pour ma retraite, etc. L'assurance vie, c'est aussi un mécanisme pour générer des revenus complémentaires, immédiats ou pour préparer l'avenir financier d'une personne ayant un handicap. Ceci avec, à la clé, une réduction fiscale. Et si je vous disais qu'en plus, pour tous les types de contrats qui existent, je peux faire en sorte que mon capital soit transmis à qui je veux, net de fiscalité, dans le cas où je venais à décéder. Ce n'est donc pas un hasard si l'assurance vie est le couteau suisse du patrimoine en France. On peut placer le montant que l'on veut, en une fois, de façon programmée, comme une mensualité en gros. Et on peut en sortir à tout moment, même avant 8 ans. Certes, l'avantage fiscal sera un poil moins important, mais cela reste négligeable pour la majorité des épargnants. Si en plus je vous disais que l'assurance vie est accessible à tout le monde, suffisamment souple et adaptable en fonction de ses envies, de ses objectifs et de sa situation, que me diriez-vous? Vous l'aurez compris, l'assurance vie est utile pour tous, à condition de savoir comment l'utiliser à son avantage. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo 2 points indispensables à connaître. Beaucoup d'entre nous ont souscrit des contrats d'assurance vie sans trop savoir comment il était utilisé. Je vais vous donner quelques conseils en plus qui sont, pour moi, du bon sens avant tout. On parle quand même de votre argent. Mais avant ça, petit générique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et vous inscrire gratuitement sur le blog lecercledesAvisés.fr pour accéder à l'ensemble des astuces et des conseils concernant votre argent. Vous l'aurez compris, disposer d'un contrat d'assurance vie, c'est la possibilité de placer son argent à moyen ou à long terme. Je conseille souvent d'ouvrir une assurance vie qu'à la condition d'avoir à minima 3 mois de salaire sur un livret A. Je rappelle que ce livret ne rapporte que 0,5% brut au moment où je fais cette vidéo. On l'utilise surtout comme une épargne de sécurité, ou dit autrement, de l'argent rapidement utilisable en cas de panne de ma voiture, un frigo qui lâche, etc. Pour la plupart des personnes, disposer d'assurance vie, c'est une opportunité pour se constituer un capital
que je peux soit récupérer librement lorsque je le décide, soit être versé ou reversé au bénéficiaire que j'ai désigné en cas de décès. Avant d'aller dans le détail, je précise qu'il existe plusieurs types de montages en assurance vie. Vous avez la luxembourgeoise, vous avez la PBD, la PIP, etc. La plus connue reste la plus vendue, l'assurance vie standard ou appelée l'assurance vie classique. Ce n'est donc peut-être pas la plus adaptée à votre situation et il peut y avoir des stratégies plus judicieuses à mettre en place. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Alimenter mon contrat est très simple, j'ai même plusieurs choix possibles. La plus connue étant de placer une somme d'argent en une fois, et la deuxième, de faire un versement régulier, un peu comme une mensualité de crédit, 100, 200, 300 euros par mois, peu importe le montant. On appelle cela des versements programmés. L'assurance vie, c'est aussi l'un des rares contrats en France qui permet de sortir tout ou partie des capitaux détenus du calcul des droits de succession. Dit autrement, et pour être un peu moins technique, il faut savoir qu'en cas de décès du souscripteur, toutes ces économies placées en dehors du contrat d'assurance vie ou assimilées sont potentiellement taxables pour ses ayants droit, ses héritiers en somme. C'est donc un contrat utile si vous avez la volonté de limiter l'ardoise financière pour vos ayants droit, surtout si vous disposez d'un patrimoine immobilier conséquent. Alors le premier point à connaître absolument, c'est de comprendre comment est utilisé mon argent dans un contrat d'assurance vie. L'argent que j'y place n'est pas simplement placé sur un livret, comme le livret A par exemple. Il est investi sur des fonds euros ou sur des unités de compte, l'ensemble étant un portefeuille financier. Pour comprendre la mécanique, je vous invite à regarder ma vidéo sur la face cachée des contrats d'épargne. C'est la base à connaître impérativement car il s'agit du moteur de votre contrat qui permettra de générer des profits ou non. Cette enveloppe d'épargne répond grosso modo à deux grands principes. Je veux épargner de l'argent que je n'ai pas besoin à court terme, comme un bon père de famille. Deuxième, je veux investir et diversifier mon patrimoine financier, notamment en immobilier, l'un des rares placements préférés des Français. L'avantage est ici que l'on ne gère pas les locataires, les ennuis, etc. Et les coûts de souscription sont nettement plus abordables au travers de l'assurance vie. Dans les deux cas, mon portefeuille financier sera défini en fonction de mon profil. Ceci après avoir répondu à un questionnaire, notamment mon comportement et les choix que je fais en fonction des différents scénarios proposés. Et croyez-moi, ceux qui pensent être plutôt prudents en matière d'investissement financier sont souvent ceux qui prennent le plus de risques. Le conseiller en investissement financier doit parfois arbitrer dans l'intérêt de son client, d'où le besoin de comprendre sa situation et ses objectifs dans sa globalité. Au minimum, le rendement que je dois atteindre doit correspondre aux frais réellement payés pour la gestion et le suivi de mon portefeuille financier. Et à ce titre, il y a des incohérences manifestes quand j'analyse certains contrats existants, notamment ceux de mes clients. Quand vous avez des frais d'entrée ou des frais de gestion importants, il faut aller chercher du rendement pour compenser, c'est mathématique. La conséquence est donc de prendre des risques plus importants, ce qui n'est pas la volonté de tout le monde, loin de là. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi la majorité des personnes que je rencontre cherchent un juste milieu, notamment en termes d'accompagnement et de pédagogie. Le conseiller en investissement financier facturant son client 2% en frais sur versement se mérite. Déjà par sa disponibilité, sa formation et son suivi quotidien, autant un vendeur que l'on ne voit qu'une fois dans sa vie qui vous impose 4,5% de frais peut paraître, selon moi, très discutable. C'est pourtant ce que j'ai découvert, encore une fois, pour une personne qui a souscrit ce type de contrat en mars 2021 et qui m'a demandé conseil après coup. À l'opposé, je vois beaucoup d'offres alléchantes des banques, avec des offres de souscription à 0% de frais d'entrée. Il y a un vieux dicton qui dit que si c'est gratuit, le produit, c'est vous. Posez-vous alors la question suivante. Comment votre vendeur gagne sa vie? Le deuxième point, c'est l'intérêt fiscal. Surtout quand je sors de l'argent, soit parce que je le souhaite, soit parce que je ne suis plus de ce monde. La fiscalité s'applique uniquement si je reprends, de mon vivant, une partie de mon argent placé ou la totalité, ce que l'on appelle dans le jargon un rachat partiel ou total. Bref, tant que je ne sors rien, zéro fiscalité, nada. La fiscalité s'appliquera au décès du souscripteur du contrat. Et tant que je suis en vie, aucune fiscalité. Rien. Mais alors, quels sont ces fameux avantages fiscaux? Pour répondre à cette question, je vais me concentrer sur les contrats souscrits après le 27 septembre 2017. Beaucoup de personnes ont écrit
des livres sur l'assurance vie. Tout résumer en une vidéo simple serait prétentieux de ma part, je vais donc me concentrer sur l'essentiel. Commençons par le début. Je peux récupérer mon argent à tout moment, et ceci sans justifier la raison. Ce n'est pourtant pas le discours de certains banquiers, mais ceci est aussi une autre histoire. Si j'ai souscrit un contrat il y a moins de 8 ans, c'est vraiment très simple. Je récupère mon capital net de frais, plus 70% des intérêts que mon portefeuille financier m'aura fait gagner. Si mon contrat, à l'inverse, a plus de 8 ans, je bénéficie en plus d'un avantage additionnel. En effet, j'ai droit à un abattement fiscal de fait, c'est-à-dire qu'une partie des intérêts que j'ai gagnés en totalité ne sera pas taxée. Cet abattement est annuel. Au-delà, et pour rester sain, je conserve en gros entre 70 et 75% des intérêts que j'ai gagnés. Dans les deux cas, détenir un contrat d'assurance vie est ici un avantage à beaucoup de produits de placement, de par sa souplesse et par le poids de la fiscalité relativement limitée. Si vous connaissez un autre contrat d'épargne ayant de meilleurs avantages sur le plan fiscal, écrivez-moi s'il vous plaît, ça m'intéresse. Abordons à présent la partie la moins sympa. Utilisez l'assurance vie comme un outil de transmission. Dans tous les contrats vendus, viendra un moment où je devrai nommer la ou les bénéficiaires des capitaux placés dans mon contrat d'assurance vie. On appelle cela la clause bénéficiaire. Il s'agit d'un élément fondamental de mon contrat. Cette clause est obligatoire et doit être rédigée avec soin. En effet, c'est cette clause qui va déterminer à qui sera versé mon capital après mon décès. Et je choisis librement les bénéficiaires que je souhaite. Cela peut être des membres de ma famille ou non. Vous pouvez faire même bénéficier une partie de votre capital à quelqu'un qui n'a pas la qualité d'héritier au sens du Code civil, ou votre partenaire de Pacs. Car je le rappelle, les partenaires de Pacs sont considérés comme des étrangers dans toute succession, donc non appelés à l'héritage. Cela peut aussi être des associations caritatives. À savoir que cette clause peut, dans la majorité des situations, changer à tout moment. Quand je vous dis que c'est flexible, sachez qu'il y a des bénéficiaires qui seront exonérés de fiscalité sur la totalité de mon capital. Mon partenaire de Pacs ou mon conjoint, mon frère ou ma sœur, à la double condition qu'il ait plus de 50 ans au jour de mon décès et qu'il ait vécu sous mon toit les 5 dernières années. Pour tous les autres bénéficiaires, il faut distinguer les versements que j'ai effectués sur mon contrat avant mes 70 ans de ceux que j'ai faits après mes 70 ans. Et autant dire qu'ici, il faut vraiment être vigilant dans le devoir du conseil. Avant mes 70 ans, chaque bénéficiaire nommé ne paiera rien, ceci jusqu'aux 152 500 € de capitaux sur mon contrat, tout contrat confondu. Dit autrement, si mon contrat a une valeur de 305 000 € et que j'ai désigné mes 2 enfants sur le contrat, il n'y aura donc aucune fiscalité due. Pour tous les contrats dont la valeur excède 152 500 € par personne bénéficiaire, un prélèvement de 20% est applicable sur la tranche comprise entre 152 500 € et 852 500 €. Puis au-delà, 31,25%. Après mes 70 ans, l'abattement fiscal tombe à 30 500 €, et cette fois pour l'ensemble des bénéficiaires. Passé 30 501 €, mon capital est soumis au droit de succession. Ce n'est donc pas un hasard s'il est judicieux d'anticiper sa succession avant ses 70 ans. Gros conseil, passé 70 ans, ne versez plus rien sur votre contrat existant et ouvrez un deuxième contrat. À retenir, ce contrat, si bien fait et bien suivi, génère plus de rendement que le livret A et le livret de développement durable, qui pour rappel est à 0,5% brut. L'assurance vie n'est pas une assurance décès. Un contrat d'assurance décès, c'est un contrat de prévoyance où vous définissez le niveau de capital qui sera versé aux bénéficiaires que vous avez désignés. Vous payez simplement en contrepartie une cotisation à fonds perdu. Il est possible de tenir plusieurs contrats d'assurance vie et il est fortement recommandé de souscrire auprès de différents assureurs. Je vois de temps en temps plusieurs contrats dont le nom marketing est différent, mais le portefeuille financier est rigoureusement le même. On fait mieux pour diversifier son patrimoine financier. Toujours souscrire après avoir validé un document appelé un rapport d'adéquation. C'est une obligation réglementaire dans notre métier, ceci afin de justifier pourquoi tel ou tel contrat est en adéquation avec votre situation. C'est aussi un gage de qualité et de sérieux de votre conseiller à votre rencontre. Le moteur de votre contrat d'assurance vie doit être paramétré par une personne qualifiée pour le faire. En d'autres termes, si le choix et la sélection des fonds financiers de votre contrat sont paramétrés par votre conseiller,
Vérifiez avant toute chose auprès de leur IAS que votre conseiller soit bien référencé en qualité de CIF, conseiller en investissement financier, car nous sommes réglementés par l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la finance. C'est aussi un gage de sérieux vis-à-vis de vous. Bannissez la vente forcée, les vendeurs vous faisant miroiter des rendements élevés sans risque. Je peux même ajouter ceux qui vous recommandent de dégager les fonds euros de votre contrat parce que ces derniers ne sont pas rentables. Tout dépend de votre profil et de vos objectifs. Mais je constate que le vendeur est mieux rémunéré s'il vous fait prendre plus de risques. L'intérêt n'est pas forcément le vôtre. Fuyez les frais non en adéquation avec le service rendu, surtout avec les vendeurs. Encore une fois, payer 2% de frais sur chacun de vos versements que vous faites doit se justifier par la compétence de votre conseil, ses statuts réglementaires et pour le suivi régulier de votre investissement. Si en plus il vous promet des rendements élevés, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est la règle de l'autorité des marchés financiers. Enfin, il existe des stratégies patrimoniales pour limiter encore plus la fiscalité à la sortie. Dans ce cas, comme pour le choix et le suivi de votre portefeuille financier par ailleurs, l'appel à un conseiller qualifié est pleinement recommandé. Ne jamais clôturer un contrat d'assurance vie après ses 70 ans, surtout si c'est pour en ouvrir une autre sous prétexte que le contrat précédent n'était plus rentable. C'est une situation que j'ai personnellement rencontrée avec une personne de 75 ans. C'est une banque qui a fait l'opération. Du jour au lendemain, c'est 274 500 € soumis au droit de succession, alors qu'il ne l'était pas précédemment. Compliqué d'expliquer à cette personne d'un âge respectable et devant ses enfants les conséquences financières et fiscales des conseils avisés de leur banquière, qui bien évidemment ne leur avait rien expliqué. Dommage. Vous connaissez les principales règles pour utiliser au mieux votre contrat. Belle journée à tous. Besoin de conseils éclairés? Bienvenue sur le blog Le Cercle des Avisés. Merci d'avance de vos likes, commentaires et partages. À bientôt.